Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule du module 4, la dynamique. Nous sommes maintenant rendus au chapitre 13, les corps soumis à plusieurs forces. Donc, je vous rappelle qu'on va suivre les chapitres et les sections du manuel Quantum Physique de Chenelière pour les sections. Donc, dans le chapitre 12, on s'est parlé de force et on avait défini ce que c'était qu'une force. Donc, encore une fois, on se rappelle que la force, c'est une grandeur vectorielle. Donc, un vecteur, si on se souvient de notre module 2, possède toujours une grandeur et une orientation. Donc, dans le chapitre 12, pour tout simplement décrire les différents types de forces et calculer les grandeurs de ces forces-là, nous avons négligé l'élément d'orientation des forces. Cependant, dans le chapitre 13 ici, puisque nos objets, les corps, vont être soumis à plusieurs forces dans plusieurs directions différentes, il va falloir tenir en compte la direction de notre force pour nous aider à comprendre les différentes forces, puis les forces qui agissent sur différents objets. Puisqu'il y en a plusieurs qui agissent sur un objet habituellement à une fois, on va utiliser les diagrammes de corps libre. Et un diagramme de corps libre, c'est tout simplement un diagramme qui représente par des flèches, c'est-à-dire des vecteurs, toutes les forces exercées sur un objet. Donc, à partir de maintenant, on va vous demander de faire des diagrammes de corps libre quand vous allez faire la résolution de problèmes pour illustrer, pour identifier vos différentes forces qui agissent sur vos objets ou vos corps. Donc, par exemple, si on regarde l'image sur la diapositive, dans le A, on a une caisse sur le sol. Et vous pouvez observer ici qu'il y a en réalité deux forces qui agissent sur cet objet. La force gravitationnelle en vert qui pointe vers le centre de la Terre et la force normale en jaune qui pointe vers le ciel, si on peut dire. Ce qu'on fait dans notre diagramme de corps libre, habituellement, on cible le centre de l'objet et on fait partir nos flèches de force du centre de l'objet. Donc ici, on voit bien qu'au centre de mon objet, j'ai placé un point. Et en plus de ça, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on s'est donné un plan cartésien, c'est-à-dire un système de référence. On s'est dit que l'horizontale correspondrait à l'axe des X et la verticale correspondrait à l'axe des Y. Donc, dans ce cas-ci, la force normale, Fn, pointe vers les Y positifs et la force gravitationnelle pointe vers les Y négatifs. Je le précise ici tout simplement parce que on va maintenant prendre en compte la direction de notre force. Vous allez voir pourquoi dans les sections un peu plus tard. Ensuite, en B, on a une caisse suspendue à deux cordes. Ici, on n'a pas ciblé le centre de l'objet, mais le centre du système, si je peux le dire ainsi. On a une caisse et deux cordes qui suspendent la caisse. Donc, on voit que les forces, dans ce cas-ci, vont partir du point de rencontre des trois objets, c'est-à-dire de l'objet et des deux cordes. On a encore une fois en vert la force gravitationnelle qui pointe vers le centre de la Terre, donc vers les Y négatifs. Et j'ai deux forces de tension qui sont dans les cordes. Donc, les forces de tension, force tension 1 est dans un angle comme ça, et la force tension 2 est sur un angle ici. Donc, dans ce cas-ci, on ne peut pas dire que chacune de ces forces-là est positive ou négative, mais on va revenir avec les principes de vecteurs, de composantes de vecteurs. Notre force de tension 1 a une composante en X négatif, une composante en Y positif, et la force de tension 2 a une composante vers les X positifs et vers les Y positifs. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Dans un troisième exemple, on a un avion en vol. Et ici, il y a quatre forces qui agissent sur l'avion. On a en rouge, vers les X positives, la force motrice, donc qui fait avancer l'avion. Vers les X négatifs, on a une force de frottement, la résistance de l'air. Vers le centre de la Terre, vers les Y négatifs, on a encore une fois la force gravitationnelle. Et vers le haut,
vers les Y positifs, on a la force de portance. Et la force de portance, c'est la force qui maintient un avion dans les airs. Donc, on voit que selon la situation, il y a plusieurs forces qui peuvent agir sur nos objets. J'aimerais revenir rapidement à la force normale. Si vous avez remarqué, la force normale est seulement dans la première situation. Parce que c'est uniquement dans cette première situation où est-ce qu'on a une surface de contact, c'est-à-dire notre objet, la caisse, repose sur le sol. Dans le B, on n'a pas une force normale parce que la caisse ne repose pas sur une surface, plutôt on parle de force de tension parce que la caisse est suspendue. Aussi, dans le C, il n'y a pas de force normale, parce que l'avion n'est pas déposé sur une surface. La force vers le haut, c'est la portance. Donc, voici un exemple de situation et on va dessiner toutes les forces qui sont exercées sur cet objet. On a un bloc tiré le long du sol par une corde à 50 degrés. Donc ici, ce qu'on veut dire, c'est que l'objet est en train d'être tiré à l'horizontale et qu'il y a une force dans la corde. Ici, on peut s'imaginer que quelqu'un est en train de tenir la corde et tire sur la boîte, le bloc, pour le faire glisser le long du sol. On sait que cette force est à 50 degrés de l'horizontale, donc rapidement, 50 degrés. Donc, dans ce cas-ci, on va faire comme le premier exemple et on va faire partir nos forces du centre de l'objet. Ici. Donc, la première force, qui est la plus évidente selon moi, c'est la force gravitationnelle. Et cette force gravitationnelle est dans quelle direction? Elle est vers le centre de la Terre, c'est-à-dire vers les Y négatifs. La force, on parle ici de la force gravitationnelle. Ensuite, puisque cet objet repose sur le sol et qu'il y a alors une surface de contact, il y a une force normale qui est de la même grandeur que la force gravitationnelle, mais cette force normale pointe vers les Y positifs. Par la suite, nous avons en réalité la force de tension qui est dans la corde. Donc, la force de tension qui, elle, est orientée à 50 degrés par rapport aux X positifs. Et puisque l'objet glisse le long du sol, on peut s'imaginer une force de frottement qui est orientée vers les X négatifs. Et voilà, nous avons notre diagramme de corps libre, notre diagramme de force. Nous avons tracé toutes les forces qui s'appliquent sur cet objet. Aussi, on peut voir que ces plusieurs forces agissent dans des directions des fois opposées. Donc, il est possible de faire une mise en commun de toutes ces forces-là pour voir la force qui l'emporte et qui va influencer l'objet. Et c'est ce qu'on appelle la résultante. Donc, la résultante de plusieurs forces, c'est la force résultante et c'est la somme de toutes les forces exercées sur un corps. Donc, si on se souvient du chapitre du module sur les vecteurs, on pouvait trouver le vecteur résultant en décomposant nos vecteurs dans leurs composantes X et Y et faire la somme des composantes pour avoir notre force résultante. Donc, c'est ce principe-là, les calculs des vecteurs, la somme des vecteurs, qui va s'appliquer aussi aux forces, puisque, comme on le répète, une force, c'est une grandeur vectorielle. Donc, prenons le schéma qu'on a ici comme exemple. Ici, on n'a pas dessiné d'objet, mais on peut imaginer que c'est une situation similaire à la précédente. On a un objet, par exemple, qui repose sur le sol, qui est tiré vers les X positifs, c'est-à-dire vers la droite par une corde, et qu'il y a une force de frottement vers la gauche, c'est-à-dire une force qui résiste au mouvement. Donc, si je reprends un petit peu ce que je veux dire,
Si notre objet repose sur le sol et a une force gravitationnelle vers les Y négatifs de 3 newtons, elle a aussi une force normale vers les Y positifs de 3 newtons, comme on l'a vu au chapitre précédent. On pourrait s'imaginer une force de tension qui tire l'objet vers les Y positifs, les X positifs, et il y a une force de résistance, une force de frottement vers les X négatifs de 4 newtons. À partir de ceci, on aimerait trouver la force résultante. Donc, encore une fois, ce qu'on doit faire, c'est trouver la force en X, la composante en X de la force résultante, la composante en Y de la force résultante, faire le théorème de Pythagore pour trouver la norme de la force résultante, et on peut aussi utiliser nos relations trigonométriques pour trouver l'orientation de notre force résultante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer notre plan, notre système de référence en X et en Y. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. On va commencer en Y. On veut savoir la somme des forces en Y. Donc, on a, dans un premier temps, notre force gravitationnelle plus la force normale. Et ça, c'est égal à quoi? Donc ça va être notre force en Y. La force gravitationnelle, elle, puisque on prend en considération nos orientations cette fois-ci, elle pointe vers les Y négatifs. Donc on sait que la force gravitationnelle est de moins 3 newtons, plus la force normale, qui elle est de plus 3 newtons. Et on a une somme, une force en Y, si je peux l'inscrire de cette manière, de 0 newton. Si je veux respecter mes chiffres significatifs, ça va être 0,0 newton. Parfait. Ça, c'est notre force en Y, la composante en Y de la force. Ensuite, en X, on veut connaître la force en X. Et ça sera égal à 6 newtons qui était dans les X positifs, plus moins 4 newtons, parce que cette force était vers les X négatifs, pour une somme de 2 newtons. Donc là, on voit que le signe ici de notre 2 newtons est positif. Donc on le sait que notre force résultante, la composante en X, est dans la direction des X positifs. Ensuite, si on veut la norme de notre force résultante, on va faire, comme on a l'habitude, la force en Y au carré, plus la force en X au carré, plus la force en Y au carré. Notre force résultante, si on remplace par nos chiffres, mais là, ça va être assez facile. 2,0 newton au carré plus 0,0 newton au carré nous donne une force résultante de 2 newtons. Et son orientation, on peut le calculer en utilisant la tangente, mais on le sait que la composante en Y est de 0, la composante en X est de 2 newtons vers les X positifs, donc on le sait que c'est à 0 degré. Donc si je reviens à mon schéma, la force résultante, que je vais faire en noir, si je la schématise, la voici. Je ne l'ai pas fait partir du centre, mais voilà, ça c'est la force résultante. Un petit commentaire, puisque la force résultante de 2 newtons n'est pas nulle et est orientée vers les X positifs, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que l'objet va se déplacer vers les X positifs. Si on a une force appliquée
résultante non nulle, alors l'objet verra un changement de vitesse. On n'oublie pas que la formule de la force, F est égal à ma, donc l'accélération, on n'oublie pas que c'est une variation de vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe si la somme des forces, la résultante de toutes ces forces-là, est égale à 0 Newton? À ce moment-là, est-ce que l'objet ne bouge plus? Pas nécessairement. Quand la somme des forces résultantes est égale à 0, c'est-à-dire nulle, on parle que l'objet est à l'équilibre. On peut avoir un équilibre statique et un équilibre dynamique. Dans l'équilibre statique, l'objet est immobile, c'est-à-dire que sa vitesse est égale à 0 mètres par seconde. Elle ne bouge pas, sa vitesse est égale à 0. Mais il existe aussi un équilibre dynamique, c'est-à-dire que l'objet se déplace à vitesse constante. Encore une fois, la formule générale d'une force, F est égale à ma. A, encore une fois, se réfère à une variation de vitesse. Donc, si la force est nulle, la masse n'est pas nulle, mais l'accélération est égale à 0. Une accélération nulle ne veut pas dire qu'un objet ne se déplace pas, ça veut tout simplement dire que sa vitesse ne varie pas, donc à vitesse constante. Prenons par exemple un objet quelconque qui se déplace dans l'espace. Cet objet quelconque voyage avec une vitesse constante. Une vitesse constante quelconque, non nulle, disons 300 mètres par seconde. Cet objet peut se déplacer dans une direction et sa vitesse ne change pas. Cet objet, puisqu'il se retrouve dans l'espace très loin de tout astre, très loin de tout autre objet avec une masse, ne subit aucune force. Il n'y a pas de force qui agisse sur cet objet. Cet objet est quand même à l'équilibre. Dynamique. On dit dynamique parce qu'il y a quand même un mouvement. Cependant, imaginez-vous qu'il y a des forces quelconques qui viennent s'appliquer à cet objet. Imaginez-vous une force de l'extérieur qui vient écraser mon objet. Donc, si j'ai une force, par exemple, qui arrive de cette direction, force numéro 1, et une autre force qui arrive de l'autre direction, qui sont vraiment 180 degrés l'un de l'autre. Et la grandeur de ces deux forces sont égales. Donc, ces deux forces-là, puisqu'ils agissent dans des directions complètement différentes, exactement différentes, et ont la même grandeur, bien, ces deux forces-là, plus F2, puisqu'ils sont dans des directions différentes, s'annulent. On a une force résultante nulle. Est-ce que l'objet change de vitesse à ce moment-là? Sa vitesse à l'horizontale en X est toujours de 300 mètres par seconde. Ça n'a pas changé. Même chose, si on a d'autres forces qui arrivent du côté des X et Y, en même temps, avec égale grandeur, ces deux forces s'annulent. Mais à ce moment-là, ça n'a aucune influence sur la vitesse constante. J'ai quand même un équilibre dynamique. Encore une fois, l'équilibre dynamique, c'est dans le cas où est-ce que l'objet se déplace à vitesse constante, c'est-à-dire que la somme des forces qui agissent sur cet objet est nulle. Un exemple d'objet à l'équilibre dynamique, peut-être un petit peu plus concret, ça serait un chariot au sol avec un objet à l'intérieur ou peut-être quelqu'un qui s'amuse dans un petit chariot, c'est ses genoux, sur lequel on a donné une poussée initiale et qu'on a lâché. Donc l'objet, le chariot se déplace à vitesse constante. Donc la vitesse, elle est constante, mais il y a quand même des forces qui s'appliquent sur cet objet. Donc on lui a donné une poussée initiale et puis il y a une force gravitationnelle vers le centre de la Terre. Et puisqu'il y a une surface de contact, on a la force normale qui est en réaction.
Donc, on a quand même deux forces qui agissent sur cet objet, mais puisque ces deux forces sont d'égale grandeur, mais de directions différentes, opposées, elles s'annulent. On a une force résultante nulle. L'objet est donc à l'équilibre, mais se déplace, encore une fois, à vitesse constante. Un cas un peu particulier, ce serait le plan incliné ou un objet sur un plan incliné. Donc, on voit ici qu'on a un plan incliné à un certain angle. On peut en inventer un, par exemple, à un angle de 30 degrés avec l'horizontale, avec le sol. Donc ici, si ce bloc déposé sur ce plan incliné ne se déplace pas, donc est à l'équilibre statique, il y a, encore une fois, dans ce cas-ci, uniquement deux forces qui agissent sur cet objet. On a la force gravitationnelle et la force normale. Donc celle-ci, je vais la faire partir du bas de l'objet juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc on a la force gravitationnelle qui est toujours vers le centre de la Terre, donc vers le bas. Et dans ce cas-ci, on a une force normale qui est perpendiculaire à la surface de contact. Donc voici la force normale. Donc encore une fois, comme on a vu au chapitre précédent, la force normale, dans ce cas-ci, ne sera pas égale à l'opposé de la force gravitationnelle. Cependant, on peut modifier notre système de référence. C'est-à-dire que moi, ce que je peux faire, c'est décider que mon système de référence est celui-ci. Je vais placer mon axe des X parallèle à la direction du plan incliné. Donc, si je décide, voici que mon système de référence, c'est maintenant ceci. Les X positifs sont par là et les Y positifs sont par là. On a changé notre système de référence. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la force gravitationnelle est en réalité dans le 4e cadran et qu'il y a une composante en Y négatif et une composante en X positif. Et là, je précise davantage, si on analyse nos triangles, c'est-à-dire le plan incliné et le triangle que je viens de tracer, ce sont des triangles semblables, ce qui fait en sorte que l'angle ici est le même angle que le plan incliné, donc de 30 degrés. Ce qui fait en sorte que, donc là, suivez-moi, si j'ai placé mon système de référence comme Y et X étant en ligne avec le plan incliné, si je faisais une rotation puis je place les X horizontalement, c'est-à-dire c'est comme si je tassais tout mon montage de 30 degrés pour que la surface devienne horizontale, donc je change ma perspective, on obtiendrait la chose suivante. Donc j'ai quand même, voilà, et je peux tracer ma force gravitationnelle. C'est comme si la force gravitationnelle, était là. Donc ma force gravitationnelle est ici. Et à ce moment-là, je peux décomposer ma force gravitationnelle dans sa composante X et Y. Donc Y et X en utilisant mes relations trigonométriques. Donc on voit ici que j'ai un angle de 30 degrés. Donc si je veux par exemple la composante FGY, c'est l'angle adjacent c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, j'ai utilisé cosinus, donc force gravitationnelle fois cosinus de 30 degrés. Donc là, je n'ai pas donné de valeur à mon objet, c'est-à-dire de masse. Donc, par exemple, si je dis que la masse de l'objet est de 10 kg, bien, ça va nous donner une force gravitationnelle de 98 newton fois cosinus de 30 degrés, nous donnant à ce moment-là une composante en Y
égale à 85 newtons. Donc, on voit ici que la composante en Y est égale à 85 newtons. Et si je prends en compte la direction, elle est dans les moins, c'est les Y négatifs, donc moins 85 newtons. Ensuite, on peut déterminer la force normale. Donc, la force normale étant perpendiculaire à la surface de contact, on va savoir que la valeur de la force normale, sa grandeur, sera égale à la composante en Y de la force gravitationnelle. Donc, dans ce cas-ci, la grandeur de la force normale est de 85 newtons pour que l'objet soit à l'équilibre à la verticale. À l'horizontale, c'est-à-dire selon l'axe des X, que nous, on avait déterminé, on peut maintenant déterminer la composante en X de la force gravitationnelle. Donc, ici, je vais tout simplement effacer la masse. On n'en a plus de besoin pour l'instant. On connaît notre force gravitationnelle. Donc, la composante en X de la force gravitationnelle, FGX, comme on a l'habitude de faire, sera avec le sinus, puisque c'est l'angle opposé au côté, le côté opposé à l'angle, cosinus de 30 degrés. J'ai dit sinus, puis j'ai écrit cosinus. Bravo! On va essayer d'arrêter de faire des erreurs ce matin. Donc, sinus. Donc, 98 fois sinus de 30, ça nous donne alors une composante en X de 49 newtons. Ce qui veut dire qu'il y a une force vers les X positifs qui s'applique de 49 newtons. S'il y avait uniquement cette force vers les X positifs de 49 newtons, est-ce que notre objet peut être à l'équilibre? Non. Il faut que la somme des forces dans toutes les directions soit de 0 pour que l'objet soit à l'équilibre. Donc, soit qu'il ne se déplace pas ou il se déplace à vitesse constante. Donc, ici, nécessairement, il nous faut une force équilibrante. C'est-à-dire une force qui va venir annuler ce 49 newtons qui ferait en sorte que l'objet se déplacerait avec une accélération. Donc, selon le contexte, qu'est-ce qui pourrait être la force équilibrante de la composante en X, c'est-à-dire une poussée vers le bas du plan incliné? Donc, on n'oublie pas qu'ici, on est quand même dans notre plan incliné, c'est juste qu'on l'a tassé pour pouvoir analyser selon nos axes X et Y. Ben, si l'objet a tendance à glisser le long du plan incliné, une force de réaction de ce glissement, ça serait la force de frottement. Donc, si l'objet est à l'équilibre, c'est-à-dire la force équilibrante, ici, de direction opposée à la composante X de la force gravitationnelle, sera une force de frottement et sa grandeur doit être de son frottement doit être de 49 newtons. Donc, on comprendra que si on veut analyser sa direction, c'est un F de frottement, on peut inclure un signe, donc moins 49 newtons, pour désigner qu'il s'en va vers les Y négatifs. Et voilà. Donc, voici un exemple. En fait, c'est pas mal la même situation que précédemment. Un objet de 100 kg glisse vers le bas d'un plan incliné à 40 degrés. Quelle doit être la force de frottement pour qu'il descende à vitesse constante? Donc, ce qu'on veut, c'est que la somme des forces soit de 0 pour que l'objet descende à vitesse constante, c'est-à-dire soit à l'équilibre dynamique. Donc, dans un premier temps, on va schématiser, on va faire un diagramme des forces. On va prendre l'habitude de faire le diagramme des forces. Pour les plans inclinés, je sais qu'on a dit que précédemment qu'on essaie de faire partir nos forces du centre de l'objet. Personnellement, et moi c'est quand même personnel à moi, dans les plans inclinés, j'aime faire partir mes forces du centre de la surface de contact. Je trouve tout simplement que c'est plus clair dans mon écriture, mais libre à vous, tant que ce soit clair. Donc, je sais que ma force gravitationnelle est vers
le centre de la Terre. Je sais aussi que mon plan incliné est à 40 degrés. Je sais alors que ma force gravitationnelle peut se décomposer en deux composantes. Mais pour ce faire, je vais placer mon système de référence parallèle à mon plan incliné. Donc là, je signale que mon X est rendu parallèle au plan incliné et mon Y est rendu perpendiculaire au plan incliné. Donc, mon autre force, on la connaît, celle-ci, la force normale, c'est-à-dire la force de réaction de surface de contact. Et on vient aussi de préciser qu'il y aura une force de frottement qui va à l'encontre du mouvement, qui va freiner, entre guillemets, notre objet pour qu'il descende à vitesse constante. Parce qu'on n'oublie pas que si on n'avait pas notre force de frottement, on le sait que la composante en X de la force gravitationnelle serait la seule qui agit sur le mouvement. On n'oublie pas que la formule de la force, c'est F est égal à ma. Donc, si on avait une force non nulle, l'objet ne descendrait pas à vitesse constante, il serait en train d'accélérer. Donc, voilà. On sait qu'on va avoir une force de frottement qui va venir équilibrer la descente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait aussi que l'angle, là, est de 40 degrés. Ici, c'est même pas nécessaire de trouver la composante en Y de la force gravitationnelle parce que les forces en Y s'annulent nécessairement, donc vont être à l'équilibre parce que l'objet est à la surface du plan incliné, ne décolle pas du plan incliné, ne s'enfonce pas dans le plan incliné. Donc, on sait que ces deux forces-là sont déjà à l'équilibre. Ce n'est pas nécessaire de les trouver pour la question. On peut donc uniquement se concentrer sur ce qui se passe en X. On le sait que d'un point de vue de grandeur, donc si je néglige les signes, on sait que la force de frottement sera égale à la composante en X de la force gravitationnelle. Si on veut intégrer les signes, on sait que la force de frottement sera l'inverse de la force gravitationnelle en X, mais pour l'instant, on n'en a pas de besoin parce que c'est pas ça la question, tu sais. Mais on peut être conscient de ça. Donc, pour trouver la valeur de la grandeur de la force de frottement, j'ai tout simplement à trouver la composante en X de la force gravitationnelle. Donc, la force de frottement sera égale à la force gravitationnelle fois, puisque c'est la composante en X, c'est le côté opposé à l'angle de 40 degrés dans mon petit triangle que j'ai tracé avec la force gravitationnelle. J'ai utilisé le sinus de 40 degrés. Pour trouver la force gravitationnelle, j'ai la masse et l'accélération. Donc 100 kg fois l'accélération gravitationnelle qui est de 9,81 mètres par seconde carré fois sinus de 40 degrés. Donc la force de frottement, si je mets tout ça dans ma calculatrice, donc j'aurai ici une force de frottement de 631 newtons. Ici, j'ai arrondi jusqu'à l'unité parce qu'en principe, j'aurais dû garder deux chiffres significatifs, mais pour la question, on va tout simplement arrondir à l'unité près. Donc voilà, pour le plan incliné, la clé ici, c'est toujours de placer vos axes selon le plan incliné, le long du plan incliné. Comme ça, vous pouvez analyser et décomposer plus facilement votre force gravitationnelle. Parce que, encore une fois,
la force gravitationnelle pointe toujours vers le centre de la Terre. Mais si on est sur un plan incliné, à ce moment-là, le centre de la Terre, c'est pas perpendiculaire à la surface de contact. Donc, on doit s'ajuster un petit peu. Merci!